Bonsoir à tous. Alors, première chose, mes excuses pour la vidéo donc de vendredi où il y a eu une petite coupure son au début. Ça n'est pas de mon fait, c'est de mon fait, mais c'est à cause de l'utilisation d'une chanson sous copyright, de droit d'auteur. Sur Twitch, alors bon, c'est toujours un petit peu nébuleux. Cette fois, c'est Twitch qui a décidé de couper le son. Sur les 3 précédentes, c'était passé. Alors que c'était sur une YouTube qui avait mis des restrictions de droit d'auteur, ce qui n'était pas grave puisque je coupe toujours au montage l'introduction. Ma foi, c'est toujours très un petit peu très étonnant. On ne sait pas trop pourquoi. Toujours est-il que, eh bien, écoutez, je ferai attention et maintenant, j'utiliserai des musiques libres de droit. J'ai essayé la chose, j'aimais bien mettre un petit peu des petites chansons, je pense qu'une grande partie pourrait passer, du fait qu'elles sont assez méconnues. Mais là pour le coup je me suis fait attraper par la patrouille. Mais écoutez, on va dire que c'est la rançon du succès, on va dire ça comme ça, la rançon de la gloire, donc écoutez, tant pis. C'est 1 minute ou 1 minute 30 qui ont été coupées par Twitch qui en plus de ça coupe la chose de façon abominable. Voilà. Alors, pour ce soir, eh bien, nous parlons du Pont sur la Drina, livre d'Ivo Andrić, livre de 380 pages, paru en 1945, et que normalement, eh bien, vous devriez pouvoir trouver au prix de 8 €. Commençons, comme d'habitude, par l'auteur et le contexte. Alors, je me souviens que j'avais déjà parlé de ce livre sur Discord il y a longtemps, je crois que c'était c'était sur le Discord des vautours. Ça devait être pour répondre à une question, je crois, sur la littérature balkanique, et de mémoire, la personne avait plutôt apprécié le livre, ce qui me semble assez logique. Rien d'étonnant à partir de là à ce que je le relise et que suive cet exposé. Bien, commençons comme d'habitude par l'auteur. Donc Ivo Andrić, que vous voyez ici à l'écran, est né en 1892 à Dolac, dans ce qui est à l'époque la Bosnie-Herzégovine, administrée par l'Autriche-Hongrie, et dans une famille croate catholique. Son père meurt alors qu'il n'a que 2 ans. Il grandit dans sa famille maternelle à Visegrad, qui sera le cadre de ce livre, ville de l'ancien monde ottoman, ville multiethnique et multiconfessionnelle. Vous avez ici Visegrad. En homme de son temps impérial, il étudie d'abord à Sarajevo, puis à Zagreb, à Vienne et enfin à Cracovie, à une promenade dans tout l'empire austro-hongrois. Il étudie en histoire, en philosophie et en littérature. Il est très jeune un actif partisan de l'unité serbo-croate, un panslaviste. Il s'inscrit totalement dans l'optique yougoslave encore balbutiante. Il est arrêté en juillet 1914 par la police autrichienne après l'attentat de Sarajevo, puisque Gavrilo Princip, l'assassin, avait été un de ses amis proches et l'un des premiers à rejoindre le mouvement progressiste serbo-croate qu'il présidait, et la plupart des fréquentations proches d'Andrić dans son milieu estudiantin avaient été arrêtés comme nationalistes slaves. Toutefois, il est libéré le 20 mars 1915, il est exilé, toujours dans l'Empire, mais il est exilé. Menace politique, il n'est donc pas incorporé dans l'armée au moment de la Première Guerre mondiale, puis une fois amnistié, on a besoin d'hommes sur le front après tout, eh bien sa santé est si mauvaise qu'il est interné à l'hôpital et il évite ainsi la guerre. Alors je précise qu'il était réellement gravement malade, il a failli y rester, donc ça n'est pas une maladie de complaisance. Il commence alors à écrire, il se rallie tout à fait au monde serbe, et dépourvu de moyens de subsistance après la guerre, eh bien, il fait jouer ses relations dans le monde de la culture pour devenir secrétaire au ministère des cultes. Il fait une carrière, il est ensuite diplomate, ce qui sera une carrière longue de 20 années à travers l'Europe, travail souple qui lui permet d'écrire, et qui atteint son sommet entre 1939 et 1941, alors qu'il est ministre plénipotentiaire à Berlin, donc quand même une profonde marque de confiance de son gouvernement. Il refuse
l'exil en Suisse proposé par le Reich, et il rentre à Belgrade après l'invasion nationale-socialiste, refusant aussi, la pension allouée et la coopération avec le gouvernement fantoche installé. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit ses livres les plus connus, donc pendant l'occupation, en résidence quasi surveillée. Ceci étant, malgré son statut d'ex-fonctionnaire royaliste, les relations avec les communistes sont excellentes, et en novembre 1946, Andrić est nommé président de l'Union des écrivains yougoslaves, puis député en 1950. Alors, malgré quelques critiques sur sa nostalgie et son manque d'optimisme et de réalisme socialiste, le communisme dans l'histoire, on le sait, s'incline parfois devant le talent, surtout s'il a besoin d'une figure nationale à exhiber. Il devient un écrivain extrêmement réputé en Europe. Il reçoit en 1961 le prix Nobel de littérature, devant Tolkien, je crois, à ce moment-là. Il fera donc de la totalité de sa récompense d'ailleurs, et il est alors un demi-dieu yougoslave jusque sa mort le 13 mars 1975, à 82 ans, et 10 000 personnes assisteront à ses funérailles à Belgrade. D'ailleurs, je le glisse en passant, c'est quelque chose auquel j'ai repensé en faisant ce travail, ça m'a frappé soudainement. J'avais dans mon enfance des billets yougoslaves quand j'étais petit. Je pense que c'était un oncle militaire qui les avait ramenés, peut-être qu'il avait eu à intervenir dans le conflit, je ne me souviens plus. Mais j'avais des billets de 5000, alors je ne sais même plus la monnaie locale, avec un pont et la tronche d'un mec à lunettes, et j'ai vérifié ces billets-là, et c'était ça. Voilà, c'était lui. Comme quoi ça mène à tout, même à des souvenirs d'enfance. Donc seul écrivain yougoslave prix Nobel, Andrić représente en sa personne la complexité d'un homme et d'un lieu. C'est un Croate, né en Bosnie, qui adhère ensuite au monde serbe, qu'il finit par représenter si bien qu'il sera rejeté par tous les autres pays, ce que les crises du monde balkanique après sa mort n'ont pas arrangé. C'est son buste que l'on détruira en 1991 dans sa ville. Alors quel contexte pour ce pont sur la Drina? Alors d'abord, ce livre, c'est le magnum opus d'Andrić. Publié en 1945, il n'est pas forcément lié directement au contexte historique et personnel de l'auteur. C'est évident que la guerre a pu jouer un rôle, l'envie de retrouver une autre époque. Mais il est évident aussi que c'est le roman d'un homme qui a le temps de se plonger dans le monde, l'envie aussi peut-être de se plonger dans le monde dans lequel il a vécu. C'est évident, là aussi, pour Andrić, transmettre la connaissance de cette histoire complexe, c'était un présupposé pour surmonter les difficultés passées et futures de cette Yougoslavie multiethnique et confessionnelle qui s'annonçait et qui existait déjà. Disons que c'était son espoir. Il était l'homme pour le faire, et Visegrad, sa ville d'enfance, sans doute le meilleur lieu. Alors, est-ce qu'on a un pont trop loin ou non? À l'endroit où la Drina surgit, de tout le poids de sa masse d'eau écumentée verte, de ce massif apparemment clos de montagnes noires, se dresse un grand pont de pierre aux courbes harmonieuses, reposant sur 11 arches à large travée. Nous sommes à Visegrad, en Bosnie, à quelques kilomètres de la frontière serbe, et toute la vie de la ville se déroule autour du pont. Il est le lieu où on se retrouve, où on se montre, où on discute, où se proclament les grands événements et où s'exposent les têtes des condamnés à mort. On commence sa vie autour du pont, on est baptisé, on se marie, on meurt près de lui. Bref, Visegrad est indissociable de son pont. L'histoire de la ville, de l'homme, du fleuve et de son enjambement sont indissociables. Il est un lieu de légende, des mémoires troublées, des histoires réelles ou inventées, le lieu des jeunes et des vieux, le lieu de transit et d'arrêt. Mais toutes les légendes ont un fond de vérité, chaque pierre a une raison d'être là, pour les chrétiens comme pour les musulmans, rarement la même néanmoins. Pourtant, à une époque, le pont n'existait pas. Une citadelle se dressait et un bac traversait le fleuve. Un matin de 1516 chemine l'Aga des Janissaires et son tribut du Defchirmé, celui des fils enlevés à leur patrie.
chemine avec, dans une panière, un enfant de 10 ans, marqué par la vulnérabilité de l'existence et humilié par cette nature qui divise les hommes. Ce qu'il advient plus tard de ce petit garçon emmené dans la panière, tous les livres d'histoire le racontent dans toutes les langues, et c'est encore mieux connu de par le monde que chez nous. Cet enfant, eh bien, c'est Mehmed Pacha Sokollu, le grand vizir. Le vieil homme qu'il était devenu devait se débarrasser de ce malaise d'enfance, il fit donc bâtir le grand pont. Voilà donc le temps de la construction, du tumulte, des corvées et des coups de bâton, et pourtant la colère gronde. Après tout, les miséreux et les chrétiens n'ont pas besoin d'un pont, mais bien les Turcs. Et ça n'est sûrement pas la fée des lieux qui sabote sa construction, mais bien les paysans locaux. Alors, eh bien, on en parlera le coupable. Mais parfois, le martyr est un symbole, enterrez-le, il en restera toujours un nom et une légende, même si, eh bien, tout le monde oubliera l'homme, il restera toujours le souvenir d'un acte. La gloire de l'assassin est toujours moins longue que celle du héros. Et le pont de Visegrad, le pont sur la Drina, sera construit suivant la volonté du vizir. Aussi prompt à penser le bien que le mal, les gens avaient maintenant honte de s'être montrés si méfiants et si incrédules. En effet, comment ne pas y voir un événement prodigieux, une transformation de l'univers lorsque l'on marche sur l'eau? On se fait rapidement à tout, ce qui, hier nous paraissait merveilleux, nous paraît aujourd'hui quelconque, l'âme de l'enfant, toujours tapie, s'estompe à mesure des habitudes et du temps qui passe. Mehmed Pacha, lui, eh bien, ne devait pas survivre longtemps à son pont d'ailleurs, 2 ans, et l'enfant de Bosnie eh bien, sera assassiné par un derviche fanatique en 1579, vengeant d'ailleurs par cet acte l'exécution d'un autre religieux de Bosnie ordonné par ce dernier. Restait le pont, insensible aux hommes qui passent. Ce pont, eh bien, il reste là pendant des siècles dans cette société immobile, faite d'immobilité en avancée et en recul, scandant le temps qui passe comme les hommes. C'est terrible et bienfaisant dont aiment se souvenir des vieillards nés et morts au même point. La société du temps savait supporter le malheur, la ruine et la perte, et le pont, même noyé sous les crues, lui, ne pouvait pas disparaître. Passe le temps, et qu'entend-on maintenant peut-être le canon de Karađorđević. Mais si le fait qu'on entendit l'écho du canon des insurgés serbes était discutable, car l'homme croit souvent entendre ce qu'il appréhende ou ce qu'il espère, il ne pouvait y avoir aucun doute quant au feu allumé par les insurgés la nuit. Musulmans et Serbes de Bosnie écoutent, maudissant ou espérant à Visegrad. Avec la guerre, eh bien, le pont n'est plus ce qui relie les hommes, mais ce qui les sépare. C'est l'heure tragique où l'on pose les têtes des rebelles sur ces pavés, ou celles des chrétiens qui passaient simplement au mauvais moment. Ainsi va l'histoire et les flots continuent leur route. Même les souvenirs les plus terribles disparaissent et, après la révolte, le pont redevient ce qu'il était. Et 20 ans plus tard déjà, au même endroit, chantait et plaisantait une nouvelle génération qui ne se souvenait même pas des cris sourds de la garde qui arrêtait les voyageurs en pleine nuit, ni des têtes exposées. Déjà l'Empire ottoman décline et les Serbes à nouveau s'agitent. À Visegrad, ils n'aimaient pas les mauvaises nouvelles, ni les sombres pensées, ni les conversations sérieuses et graves sur la Kapia, mais ils voyaient bien que cela ne présageait rien de bon. En effet, ignorer les jours funestes n'empêche pas leur arrivée. On ne lutte pas plus contre l'histoire que contre le courant. Au mieux, eh bien, peut-on passer d'une rive à une autre grâce à un pont. Voilà que ce sont maintenant les Autrichiens qui viennent occuper la Bosnie. Sur ce point, eh bien, peu de chance que l'on résiste aux Autrichiens à Visegrad. Le Moufti savait bien que les habitants de Visegrad n'avaient jamais eu la réputation d'être de fervents guerriers, et qu'ils préféraient une vie insensée à une mort insensée. Mais il fut quand même surpris par le manque de flamme et d'élan auquel il se heurta. Malgré, eh bien, dans cette population musulmane le désarroi, la haine pour les chrétiens, les suicidaires et les réalistes ne pouvaient s'entendre. C'était fort regrettable, mais on n'y pouvait rien changer, car lors des grands bouleversements sociaux, des mutations profondes et inéluctables, ce sont justement des individus de ce genre qui surgissent au premier plan, et, victimes de leur nature malsaine ou de leur manque de compétences, ils conduisent les affaires de travers et se fourvoient. C'est là un signe que les temps sont troublés. À chacun son temps de triomphe donc, à chacun sa douleur secrète, la leçon éternelle est que toute société est une domination d'hommes sur d'autres hommes.
Le multiculturalisme, lui, est un fait subi par des hommes dispersés çà et là, nourrissant des passions funestes entrecoupées de temps de calme et d'échange lorsque les hommes sont sages. Mais l'homme, on le sait, est une tête folle. Le choc sera rude pour ces Bosniens qui n'étaient encore en rien des Européens. Ces gens qui étaient nés et avaient grandi dans cette province reculée de Turquie, et encore de la Turquie déclinante du XIXe siècle, n'avaient bien sûr jamais eu l'occasion de voir une armée véritable, forte et bien organisée comme en ont les grandes puissances. Ils avaient pour la première fois devant eux la véritable grande armée d'un empire, triomphante, étincelante et sûre d'elle. Parfois, que voulez-vous, c'est aussi dans le paraître que l'être réside. Et Visegrad, devient encore plus Babel, se remplissant de fonctionnaires polonais, tchèques et allemands semblant sortir de terre. Ce qui surprenait le plus les gens de la ville et les emplissait à la fois d'étonnement et de méfiance, ce n'était pas tant leur nombre que leurs incompréhensibles et interminables projets, l'activité débordante et la persévérance dont ils faisaient preuve pour mener à bien les tâches qu'ils entreprenaient. Ces étrangers ne s'arrêtaient jamais de travailler et ne permettaient à personne de prendre le moindre répit. Ils semblaient résolus à enfermer dans leur réseau la vie tout entière. Et avec chaque ordonnance, l'homme en tant qu'individu se voyait imposer plus de restrictions et de contraintes, alors que la vie collective des habitants de la ville se développait en se structurant et s'organisant. Comme le veut la nature, les gens résistaient à tout ce qui était nouveau, mais ils n'allaient jamais jusqu'au bout, car pour la majorité d'entre eux, la vie est plus importante et plus impérieuse que la forme qu'on lui donne. Le progrès est aspri, paraît-il, jusqu'à ce que l'homme étouffe. Derrière la stupeur, l'étonnement, se dessine le conflit profond de deux mondes qui n'ont pas connu la même temporalité et s'annoncent les déflagrations entre blocs culturels issus d'univers différents. Pourtant, pour un temps, on se fait au changement forcé. Les gens s'accommodent de la propreté publique, même lorsqu'elle n'est pas dans leurs habitudes ou ne répond pas à un besoin, à condition, bien sûr, qu'ils ne doivent pas eux-mêmes s'en charger. Malgré cela, et toujours, le vieux pont blanc qui avait assuré sa mission pendant 3 siècles sans en garder la moindre trace ni la moindre cicatrice, semblait devoir rester immuable, même sous le nouvel empereur. Au déchirement des Ottomans répond la conscription impériale à laquelle tout le monde est astreint, répondant à l'égalitarisme moderne. Ce qui ne change pas à Visegrad, ce sont les pleurs des mères et les fils qui partent. Mais cette fois, le voyage a un retour. La conscription n'est qu'un des aspects qui font ce mode de vie nouveau, changé, mais qui reste, sans qu'on le réalise vraiment, seulement un changement de surface, un vernis de modernité européenne sur des communautés profondément historiques. Dans cette bourgade perdue de Bosnie, seuls parvenaient les échos amortis de cette vie du XIXe siècle, et ce, dans la mesure et sous la forme que ce milieu oriental arriéré pouvait admettre, les comprenant et les appliquant à sa façon. Parce que, le fond n'avait pas vraiment changé chez les hommes, et dans le pouvoir d'ailleurs, qui s'appliquait au-dessus de leur tête, toujours de la même nature. Peut-être seulement changé dans sa forme. Le nouveau pouvoir, grâce à son bon appareil administratif, réussissait de façon indolore, sans agressions et sans choc, à soutirer des impôts et des contributions que les autorités turques lui extorquaient par des méthodes irrationnelles et brutales, ou tout simplement par le pillage. Et il lui en soutirait au moins autant, sinon plus, mais plus rapidement et plus sûrement. Visegrad donc, et avec elle l'Orient, subit l'apprentissage accéléré de l'Europe, bouleversant toutes les structures de l'ancien monde. Il n'empêche que, cela s'accompagnait d'avantages divers. Cette période était la plus longue période de paix et de progrès matériel que la ville eût jamais connue. On avait l'impression que les accents tragiques qui ponctuaient la vie des peuples d'Europe avaient disparu un peu partout, et du même coup, dans la bourgade près du pont. Les étrangers ont beau s'attaquer au pont, le miner, faire un tas de choses impies, impudentes et déplacées, force est de constater que tout cela est bien utile. Il est certes déplaisant de tout gagner ou tout perdre sans savoir pourquoi, que toute sa vie soit aux mains d'inconnus, loin, dans des palais, que tout soit réglementé, ordonné, déplacé, incompréhensible, et que, les frontières du monde semblent avoir été étendues jusque Visegrad. Étendue jusqu'au point où elle fait son entrée dans la grande géopolitique et le capital, devenant même une grande gare vers la Serbie. En effet, même dans cette bourgade perdue où la vie dans les 2 tiers de ses manifestations était encore tout à fait orientale,
Les gens étaient déjà devenus esclaves des chiffres et croyaient aux statistiques. Il est donc certes déplaisant que la magie ait pris le pas sur la transcendance, mais tout de même il y a bien des avantages à la modernité. Avantages palpables, et c'est ce qui compte. Parce que si le chemin de fer c'est aussi la mort symbolique du pont, je cite l'auteur, on ne partait plus en voyage par le pont. On ne le traversait plus pour faire un bout de route avec ceux qui partaient. On ne faisait plus ses adieux sur la Capia en vidant du haut de sa monture le verre de raca pour la route. Eh bien, même si cette mort symbolique du pont est actée, eh bien, nos habitants se firent rapidement et aisément à l'idée que l'on ne partait plus dans le vaste monde en passant par le pont, et que celui-ci n'était plus ce qu'il avait été, un lien entre l'Occident et l'Orient. Vous avez ici une carte de la Bosnie-Herzégovine en 1895, à l'est de Sarajevo, vous voyez Visegrad à la frontière avec la Serbie. 50 ans après le reste de l'Europe émerge donc ici la folie du temps et de l'argent. Pour autant, la méfiance subsiste dans le cœur de nos rustres musulmans et chrétiens. Quoi qu'on leur dit et qu'on leur expliqua, au fond de leur conscience, ils ne pouvaient concevoir la machine que comme une invention rapide, sournoise et diabolique des Autrichiens, qui échappaient à l'homme imprudent dès qu'il fermait l'œil et ne pensaient qu'à une chose, comment se jouer du paysan en voyage et partir sans lui. Les préoccupations changent néanmoins dans ce monde qui est maintenant celui de la jeunesse de l'auteur, et donc ce monde qu'il a lui-même bien connu. Imperceptiblement, je cite l'auteur, désormais dans les conversations, on abordait de plus en plus des questions soulevées par d'autres, quelque part au loin, au-delà de cet horizon. On créa à Sarajevo des partis nationaux et des organisations confessionnelles, serbes et musulmanes, dont des ramifications virent immédiatement le jour dans la ville. Après la modernité économique vient donc la modernité politique. Elle sera le ferment de la destruction. Le monde ottoman était cruel, il était arriéré, dominant une population, mais au moins il était stable. Mais la stabilité, n'était plus assez exaltante, plus assez riche en nouvelles perspectives. En fait, je cite l'auteur, ils ne possédaient maintenant non plus rien de plus et ne voyaient rien de mieux. Mais ils pouvaient diriger leur regard au-delà des petits événements de leur vie quotidienne et avoir une impression illusoire mais exaltante d'espace et de puissance. Chronologiquement viennent ensuite les guerres balkaniques. Vous avez sous les yeux les modifications des frontières de ce conflit. La frontière turque, qui la veille encore se trouvait à une quinzaine de kilomètres de la ville, recula tout à coup de plus de 1000 kilomètres. La ville ne pouvait être que profondément ébranlée, plus rien n'est comme avant, et le pont lui-même n'est plus rien, noyé dans un monde devenu trop vaste. Pendant 3 longs siècles, il avait résisté et survécu à tout, et, immuable, avait loyalement rempli son office. Mais les besoins des hommes étaient désormais ailleurs, et les choses avaient changé. Sa mission l'avait trahi. Et même si tout cela sont les plans de Dieu, les musulmans de Visegrad ont maintenant bien du mal à le comprendre, ce Dieu. En face d'eux se lève une entière génération d'exaltés trop vite apparus au monde. Tout ce que d'autres hommes, d'autres races, dans d'autres pays et à d'autres époques avaient réussi à faire et à acquérir au long des générations, grâce à des efforts séculaires au prix de leurs vies ou de renoncements et sacrifices plus précieux que la vie, tout cela leur était échu comme un héritage fortuit ou un cadeau dangereux du destin. Cette nouvelle génération était donc, comme je l'ai dit, celle de l'auteur. Ce sont ces idées qui apparaissent ici, ce nationalisme panslave authentiquement yougoslave. Nous construirons des ponts au-dessus des rivières bien plus larges et de gouffres bien plus profonds. De nouveaux ponts, plus grands et plus solides. Et ce ne sera plus pour relier des centres étrangers à des provinces assujetties, mais pour unir nos régions entre elles et notre État au reste du monde. Car il n'y a plus aucun doute à ce sujet, c'est à nous qu'il revient de réaliser ce à quoi ont aspiré toutes les générations qui nous ont précédés. Ce sont ces idées pleines de fraîcheur, ce flambeau mythologique d'illusions qui fabriquent et accouchent de l'histoire. Il faut des sacrifices et la génération exaltée tombait à pic. Le désir de changements brutaux et l'idée que l'on peut les opérer par la force est un phénomène fréquent parmi les hommes. Finalement vint l'année 1914, dernière année de la chronique du pont sur la Drina.
En cet été de 1914, lorsque les maîtres des destinées humaines firent passer les peuples d'Europe du théâtre du suffrage universel généralisé à l'arène préalablement préparée des obligations militaires pour tous, la ville offrait un échantillon modeste mais éloquent des premiers symptômes d'un mal qui, avec le temps, deviendrait européen, puis mondial, puis universel. Pourtant, l'été avait été fécond et tout s'annonçait heureux à Visegrad. Mais il faut pourtant que la réalité reprenne ses droits et que cesse la danse. La rumeur arrive de Sarajevo, François Ferdinand a été assassiné. Déjà, les premiers habitants sont arrêtés. Ce n'est pas que la danse qui est suspendue, c'est toute la vie. Déjà aussi, quelques habitants choisissent leur camp et les jeunes hommes passent eux en Serbie. Alors, l'atmosphère de bon voisinage disparaît. Elle n'était pas factice, simplement, elle obéissait à des règles qui n'avaient plus cours. Quiconque gardait l'esprit clair et les yeux ouverts, tout en vivant ces événements, pouvait voir ce prodige s'accomplir et une société se métamorphoser en un jour. Bizarrement, la mosaïque impériale ne résistera pas mieux que la mosaïque yougoslave. Quand arrive le plus grand péril, la confiance toujours superficielle entre hommes qui ne se ressemblent pas est rompue. C'est aussi ce qui se joue là, le drame des Balkans. On pense souvent à l'histoire ottomane tourmentée, jusque même aux Oustachis pour expliquer, et sans aucun problème sans doute comprendre une partie de cette histoire complexe. Ici, c'est autre chose, c'est la vie quotidienne, moins éruptive, qui est livrée. On y comprend néanmoins les illusions, les mêmes manipulations communautaires des autorités. Bref, les ferments des guerres de demain que les hommes ont subis ou voulu, et la dernière, la plus récente, n'est qu'une parmi d'autres, sans aucun doute pas pire que les tragédies précédentes, et qui ne bénéficie que de sa proximité et de sa temporalité pour la transformer en pinacle des antagonismes. Mais bien entendu aussi que ce qui était acceptable en 1890 ne l'était plus en 1990. En tout cas, cette guerre n'a pas été un aboutissement et n'a rien résolu de plus que les autres. Passons. Vient donc dans notre ville le moment des potences et des règlements de compte. Vous avez ici l'arrestation de supposés espions serbes par la police autrichienne. Alors, commencent aussi les bombardements de l'artillerie serbe. Pourtant, malgré, je cite, cette tornade qui s'abattait sur la ville, bouleversante et renversante, alors racine même les habitudes ancestrales, les êtres vivants et les choses, le pont demeurait blanc, inébranlable, invulnérable, comme il l'avait toujours été. Chacun dans la ville envisage alors différemment son passé, son présent et son avenir selon sa condition. Que savait-on alors en Europe de ce qui se tissait ici derrière l'assassinat de l'héritier, de la réalité de cette marge du continent, de la révolte longuement mûrie et de l'accablement de l'existence ? Sans doute rien. Mais finalement, avec le départ des Autrichiens, il faudra faire sauter le vieux pont, et qui sait quand quelqu'un prendra la peine de le reconstruire. Alors, pourquoi s'intéresser à l'histoire d'un pont de Bosnie ? Que reste-t-il de son pont ? Pas d'inquiétude, comme vous le voyez là, il est toujours là, il a subi des destructions mineures au cours des 2 conflits mondiaux, et il sera reconstruit. Que reste-t-il de ce pont ? On pouvait encore se poser la question il y a 30 ans, aujourd'hui, on le sait, rien, symboliquement il n'en reste rien. C'est d'ailleurs l'ironie de cette relation apaisée dans les Balkans, où on a choisi de se détester, mais aussi de s'ignorer. Que le pont ait pu figurer l'intérieur ou l'extérieur du monde yougoslave, le résultat est le même. Andrić pensait que la Yougoslavie pourrait surmonter les turbulences des différents groupes ethniques. Enfin connaisseur de l'histoire, il aurait dû savoir pourtant que rien n'est entre les mains de l'homme, peu importe ses actions. Et finalement, quel meilleur symbole dans tout ça que de dire qu'avant 1992, la ville de Visegrad était pour moitié bosniaque, que 3000 furent massacrés et qu'elle est aujourd'hui à 100% composée de Serbes de Bosnie. Que dire de l'œuvre en elle-même ? Alors, le pont sur la Drina fait partie de cette phase de livre où, arrivé au tiers, on se demande ce que l'auteur pourra encore nous raconter. Et pourtant, il y arrive, ma foi, aisément. Pourquoi ? Parce que c'est une collection d'histoires liées dans des temps différents au fil des siècles. Et le pont est plus qu'un simple lien. Il relie toutes ces histoires pour n'en former qu'une. Il est, dans l'œuvre, un symbole matériel, et il est aussi, hors de l'œuvre, un symbole spirituel. Il est un acteur muet du malheur et bonheur de l'homme face au temps que
bien l'on ne peut arrêter. Ivo Andrić a été le témoin du premier bouleversement balkanique avec le reflux de la puissance ottomane. Il a vu ce qui était un monde transformé, il a vu bien le pire et le meilleur, un bouleversement que les guerres ont poursuivi jusqu'à l'implosion finale. Ce que nous voyons, nous, au travers de cette littérature comme un monde de permanence et de conservatisme, la Bosnie de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, cette langueur d'un monde oriental toujours en retard sur l'histoire était déjà pour l'auteur un monde changé, en évolution perpétuelle, brassant aussi bien la matière, les hommes que les idées. Sa vision romanesque, à la fois historique, vécue et légendaire de l'inextricable imbrication des peuples des Balkans est avant tout centrée sur les gens simples qui forment la vraie scène de la grande histoire. Et mon intérêt pour la chose n'a pas besoin d'être à nouveau dit. L'homme du commun est sans doute le plus intéressant. Ça a la saveur de la littérature balkanique, cette saveur bien mêlée d'Occident et d'Orient, mêlée de sagesse, d'exubérance, de rancœur que l'on a avalé comme le raki pendant des siècles, et ces images de Koutla sorties au milieu des vapeurs de la Chibouque. Par contre, ce que j'ai lu de cette littérature dans ma vie, j'en reparlerai sans aucun doute, peut-être cette année, peut-être l'an prochain. Tout ce que j'ai lu était nourri de l'opposition des deux mondes pour des pays qui avaient construit leur identité nationale dans la révolte contre les Ottomans et l'islam, sur une identité proprement slave. Le livre d'Andrić est conçu, lui, plutôt comme un trait d'union en tant que yougoslave, peut-être aussi, parce que ces autres pays avaient construit une identité homogène, pas ce royaume puis régime communiste. Le livre est donc bâti comme un pont, que l'on ne comprend, finalement qu'après l'avoir traversé d'une rive à l'autre. Les légendes, comme les ponts, comme les romans, ont besoin des deux rives, d'un début et d'une fin pour exister. Et ce pont n'est donc pas qu'une image facile, c'est la matière même du livre. Le pont, il n'est pas une allégorie naïve, il est le point central du monde autour duquel se jouent toutes les existences. Il est aussi forcément le pivot d'une réflexion plus profonde sur le temps qui s'écoule, ce gaspillage perpétuel qu'est la vie de l'homme, qui nécessite autour de lui un élément durable pour en mesurer la vanité. C'est un pessimisme qui lui était, comme je l'ai dit, largement reproché à l'époque communiste, qui devait ouvrir les horizons du bonheur progressiste et se tourner vers l'avenir. Le pont est un arrière-plan, toujours présent, mais l'auteur ne cède pas non plus à la facilité d'en faire cette présence permanente et positive. Il est là, on le sait, on l'oublie. C'est aussi sur le pont que l'on expose la tête des condamnés à mort. Il est une... permanence oubliée dans un monde sans permanence, si ce n'est celle de l'hostilité. Le roman au global est d'une assez profonde finesse, il est vraiment d'une grande force d'analyse, il est aussi très intelligent, mais il a aussi pour lui cette capacité de description et d'évocation de ce monde slave et turc du temps. C'est un roman qui est sans aucun doute imprégné d'une certaine philosophie balkanique qui, lorsqu'elle donne son meilleur, produit la quintessence des deux mondes, mais ça arrive rarement, c'est souvent dans l'histoire le pire que l'on a. C'est aussi ce roman, je crois, le témoignage, l'expression en tout cas d'une croyance et d'une idée dont le pont ne pouvait être que la meilleure image. Il ne cède pourtant pas à ce que j'ai constaté dans d'autres livres de ce coin, un espèce de roman national édifiant et pathétique, ce romantisme un petit peu à retardement d'auteurs nés trop tard à l'Occident. Ce genre d'œuvre a parfois par ailleurs de vraie qualité, je les apprécie, mais ça n'est pas le propos d'Andrić. Peut-être que certains y verront aussi des aspects d'une littérature facile. Andrić n'a pas de réponse, il ne propose pas un avenir radieux ou une solution pour la communion des peuples. Le chroniqueur relate les faits, insensibles, sans donner d'arguments, en se servant de l'image de cette union des rives, pas plus. En tout cas, ce n'est pas aussi exposé que chez d'autres auteurs. C'est aussi vrai que le principe de modération est rare, ou l'était en tout cas dans cet endroit du monde. Et sans doute par ailleurs, s'est-il trompé dans sa croyance, dans son espoir, mais parler du passé n'engage jamais vraiment l'avenir.
C'est donc une histoire des Balkans parmi d'autres, mais l'homme et le lieu sont, je pense, le passeport et la destination les plus aptes pour un premier voyage littéraire à cet endroit. C'est la leçon des Balkans et de ses hommes, je le cite, tous voulaient plus, exigeaient mieux ou craignaient pire. J'aurais pu dire que c'est la leçon que l'on trouve dans les vieilles sociétés, mais je crois qu'on la trouve tout autant dans les plus modernes. Peut-être aussi que c'est la leçon de ces mondes multiculturels où ces aspirations à vouloir plus, exiger mieux ou craindre pire se rencontrent, s'entrechoquent et à la fin produisent l'explosion de la poudrière. Terminons comme d'habitude par une phrase et une note. Je cite la phrase « Notre destinée sur cette terre n'est que lutte contre la déchéance, la mort et la disparition, et il est du devoir de l'homme de persévérer dans cette lutte, même lorsqu'elle est sans espoir. » Quant à la note, eh bien, écoutez, je lui attribue la note d'octuple pontage sur 10. Je pense que c'est une note tout à fait méritée, même si le pont porte et comporte, lui, 11 arches. Il m'était difficile de lui attribuer 11 arches sur 10. Voilà pour ce soir, voilà pour cette petite visite dans la Bosnie au travers des siècles et autour d'un pont. Je vous recommande fortement le livre. Vraiment, je pense pas qu'il puisse déplaire dans le sens où c'est un livre qui a un fond historique, qui a un fond philosophique, qui dépeint d'une société au travers de ses hommes, pas forcément au travers de grands événements, au travers de choses qui nous dépassent. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve très souvent dans cette littérature-là, hein, qui se passe souvent autour de quelques figures. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, à de multiples reprises. Ce sera une exploration intéressante, je crois. Toujours est-il que c'est un livre qui se lit assez bien, 380 pages, ça se digère assez facilement. C'est vrai, comme je l'ai dit, qu'arrivé à un tiers, on peut se demander ce qu'il y aura encore à raconter et qu'il y a toujours des histoires à raconter parce qu'il y a toujours des hommes et des événements. Moi, je n'en ai que du positif à en ressortir. En plus de ça, c'est pas non plus... il y a des histoires tragiques, la scène de l'empalement aussi est assez graphique, assez cruelle, mais en règle générale, c'est tempéré, tous ces épiphénomènes guerriers et destructeurs par ces moments de vie autour du pont qui sont celles des sociétés de tout temps. Donc voilà, je vous recommande le livre, je pense que c'est une entrée adéquate dans la littérature balkanique pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la chose. Voilà pour ce soir. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une semaine prochaine tout aussi passionnante, je l'espère, et chargée. Mercredi, nous reprendrons notre thématique Kaiserreich et nous parlerons de l'évolution de la société russe dans cet univers uchronique entre 1921 et 1936, date de début des événements auxquels le joueur peut prendre part. Ensuite, vendredi, nous aurons droit à la première vidéo historique de l'année, donc autour du conflit hispano-américain de 1898. Ce sera l'occasion de parler d'un conflit un petit peu méconnu. Et puis nous terminerons la semaine dimanche en évoquant honneur et dignité dans le monde antique. Voilà pour ce soir. Comme d'habitude, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve dès mercredi, d'ici là portez-vous bien et je vous dis à tous à bientôt.